vous voyez, toutes ces régions de montagne, ils ont une mortalité bien supérieure ici. Il y a 4 départements cette année qui ont été touchés, sinistrés, la Haute-Garonne, l'Ariège, comment on appelle, les Pyrénées-Orientales et puis la Haute-Garonne. 3000 ruchers ont été touchés, avec une mortalité à 80% par rucher. Voilà. Et ça, on est pourtant en zone de montagne. Et ça a été sur les fruitiers, un peu dans la plaine, et puis le traitement des bêtes. Ils traitent les bêtes, si vous voulez, là-bas c'était des moutons. Donc, les zones de montagne ne sont pas plus épargnées que les zones de plaine. Il ne faut pas croire que parce qu'on va faire un parc national, on va les sauver. L'abeille d'Ouessant, si vous voulez, elle ne va rien sauver du tout, l'abeille d'Ouessant. C'est une abeille qui est acclimatée sur Ouessant, on la développe à Ouessant, bon, voilà. Ça s'arrête là, si vous voulez. Comme on peut en développer à Cancale, on peut en développer ailleurs. Mais ce n'est pas une souche qui va sauver ce qui va disparaître. Vous voyez, le problème est quand même très... Une abeille est acclimatée, ce qu'on appelle l'épigénétique, l'adaptation de l'animal, en l'occurrence de l'abeille à son milieu, est extrêmement importante. Je vais vous citer un exemple. Lorsque j'ai installé des ruches à Cancale, il y a donc 3 ans, puisqu'avant elles étaient toutes en Charente, et puis j'en ai installé ici. J'ai acheté 45 essaims à Poitiers chez un éleveur avec qui je travaille depuis très longtemps. J'ai descendu les 45 ruches au-dessus de Bordeaux, en Charente, en me disant elles vont faire le tournesol et après je vais les ramener à Cancale. Et j'ai eu, 1 an après, à peu près 80% de mortalité. Alors bon, l'année suivante, j'ai racheté 45 essaims. C'est la seule façon, si vous voulez, de monter rapidement en cheptel. On ne peut plus, comme dans le temps, diviser une ruche par 2. C'est plus possible, ça. Il faut maintenant, on est obligé de passer par des éleveurs ou par des gens qui élèvent des rennes. Nous, on élève aussi des rennes, on fait nos rennes. Mais c'est aussi une source d'appauvrissement. C'est que si nous, on intervient, c'est comme pour les vaches. C'est le même problème, si vous voulez. À ce moment-là, on n'a plus que 2-3 espèces, 2-3 souches, et on continue à affaiblir le phénomène. L'année suivante, j'ai racheté 45 essaims, et là, je les ai remontés en Bretagne. Bon, vous me direz, la première fois, je les avais descendus en camion, la deuxième fois, je les ai montés en remorque. C'est peut-être pour ça. Peut-être que le fait de les transporter en remorque ou en camion, c'est un jeu. Toujours est-il qu'un an après, j'avais une mortalité normale de 5%. Mais comme par hasard, on a quand même 550 km entre les deux. J'avais eu d'un côté une acclimatation. Le comportement de mes abeilles en Bretagne sont différents de celles de là-bas. Même s'il y a du vent, elles volent, une piquée de soleil, elles volent. Là-bas, bon, elles attendent une météo à 48 heures favorable pour sortir. Enfin, vous voyez, elles ont des comportements différents. Donc c'est l'adaptation de l'abeille à son milieu qui est importante. Oui. Est-ce qu'il est vrai que dans chaque ruche, il y a ce qu'on appelle des éclaireuses ouais, alors là... Ils parcourent 3 ou 4 km, qui reviennent à la ruche et qui transmettent le message qu'il faut aller à tel endroit et pas à l'autre. Alors, à celles qui vont récolter, bien sûr. On fait dans la suite, donc ça, alors on est sur le langage des abeilles. Oui. Dans la suite, le premier qui a fait des expériences, c'est Tom Frisch. Tout le monde connaît les expériences, et moi-même quand j'étais enfant, j'avais trouvé des bouquins d'apiculture, et j'avais 7-8 ans, je me souviens, petits trucs bizarres. Alors, on prenait une abeille à la ruche, on la mettait sur un sucre, là. On est dans la ruche, on prenait l'abeille, et puis on allait là, à 100 mètres, on mettait l'abeille, et puis elle prenait du butin, vous savez, donc elle prenait de l'eau sucrée ou du miel, et puis on mettait, alors il était marqué dans le livre, on mettait une couche de peinture pour l'identifier. Alors la difficulté, moi, c'était de mettre une petite couche de peinture, sans coller l'abeille, parce que je vous fais, vous savez, à 7 ans, je vous connais. Alors, puis l'abeille partait, et puis je reste à côté du morceau de sucre, et une autre abeille venait, qui n'avait pas de tache de couleur. Vous voyez, ça, c'était les premières expériences de Frisch. Donc, il y avait eu communication dans la ruche, et elles indiquaient, donc, à l'abeille qu'il y avait un butin. Et puis, après, on mettait différentes taches de couleurs, on s'apercevait que s'il y avait un seau de miel, par exemple, une demi-heure après, ou si vous venez à la miellerie, si j'ai rentré du miel, une demi-heure après avoir rentré le miel, c'est noir d'abeilles. Noir d'abeilles, mais comme dans une ruche. Donc, il y a communication dans la ruche. Et, dans la suite de ces expériences-là, des chercheurs, alors j'insiste sur ce fait, des chercheurs en sciences fondamentales, pas liés du tout au milieu apicole. Ils ont fait leurs petites expériences. Alors là, plus j'en lis, plus j'en apprends, je vous jure, je tombe sur le cul. À telle enseigne que je change complètement
ma manière apicole, ma façon de procéder, je la change. Je vous raconte, bon, d'abord je vous situe la communication de l'abeille. La communication de l'abeille, c'est, tout le monde a entendu parler de la danse en 8. Bon, alors la ruche, on a un chapeau, on a un nourrisseur, un couvre-cale nourrisseur. Vous voyez? On met sur la ruche, et ici, un isolant. Dans une ruche, il fait 34 degrés. Je ne sais pas si vous avez essayé de monter votre salle de bain à 34 degrés avec un radiateur. Il faut quand même... faut y aller. Et bien les abeilles, elles montent la ruche là. Elles maintiennent à 34 degrés toute l'année et à 32 degrés l'hiver, ou 31, uniquement par le frottement de leur corps. Si vous frottez le corps, vous avez un échauffement. C'est le frottement de leur corps. Ça veut dire consommation énergie. Donc déjà, isoler la ruche par différentes matières, mettez ce que vous voulez, on s'en fout un peu, c'est colossalement important. Déjà, aujourd'hui, il y a très peu d'apiculteurs qui isolent leur ruche. Vous voyez, la situation est très curieuse, quoi. C'est qu'il y a des choses qui sont prouvées qui ne se font pas. À l'intérieur de la ruche, on a des cadres. Alors, quand on fait des essaims, on a aussi des partitions isolantes, c'est un cadre. Ben là, vous reconnaissez de l'isolant à l'intérieur, on met du styrodure. Et puis, on a recouvert avec du papier aluminium. Le papier, donc, qui maintient la chaleur et qui reflète la chaleur sur l'abeille. Donc déjà, pour maintenir à 34 degrés, il y a beaucoup moins de dépenses d'énergie. Donc je reviens à ma communication. J'ai mon cadre. C'est un cadre. Quand on met... Alors, la ruche, c'est une boîte, l'entrée, le nourrisseur, le chapeau. À l'intérieur, simplement pour forcer les cadres à construire droit, ce qu'on appelle la ruche divisible, inventée dans les années 30, à l'état naturel, les abeilles construisent des gâteaux de cire qui sont à peu près droits. Mais à peu près à la fin. Vous voyez, ça fait la nature ronde et ligne droite, mais on ne peut pas les travailler. Dans le temps, pour extraire le miel, ils détruisaient le nid d'abeilles. Ils chassaient les abeilles, ils prenaient comme les chasseurs d'abeilles. Vous avez tous vu ça, on voit à la télé où il y a des bouquins, vous savez, les chasseurs de miel. Voilà. On ramasse les pains et puis on écrase. Alors nous, on a mis dans les années 30, c'est une feuille de cire gaufrée, c'est de la cire qu'on récupère, donc, qui est sur le gâteau de cire. On le fait fondre chez un gaufrier, et ça fait l'empreinte, si vous voulez, de l'alvéole. Et les abeilles, dessus, bâtissent. Donc une ruche, c'est des cadres avec de la cire bâtie bien le long du cadre. Tenez, voyez, faites-vous passer ça, vous allez voir. Là, c'est un cadre qui est en train d'être les alvéoles. Lorsque le cadre est plein avec la cire, ça donne ça. Voilà, vous faites passer aussi. C'est donc plein de petits alvéoles. Au niveau communication, les abeilles, vous avez les éclaireuses dans une ruche, qui, leur fonction, c'est d'aller chercher le butin. Elles reviennent à la ruche, et lorsque le butin est supérieur à une distance, je crois c'est 300 mètres, elles communiquent le butin. Lorsque c'est inférieur à 300 mètres, elles disent juste que, oh, il y a la bouffée. Elles disent rien d'autre. Au-dessus, une distance supérieure, sur le cadre, elles font une danse verticale. Conventionnellement, le haut c'est le nord, le bas c'est le sud. Elles montent en 8. Alors elles montent droite et elles redescendent par un mouvement de danse en 8, de frétillement. La hauteur du 8, de la verticale, indique la distance du butin. Ok. Donc, 3 km, alors 2 mm, selon les races d'abeilles. Enfin, bon, je passe sur les détails parce que c'est encore plus merveilleux. Mais en gros, donc, à 2 km 800, j'ai un butin. Elles indiquent l'importance du butin. Il y a un champ de tournesol où il y a un sucre qu'un expérimenteur m'a mouillé avec de l'eau. Il faut envoyer 3 abeilles ou 50 000 abeilles. Donc, le nombre d'abeilles qu'elles envoient. Et l'axe vertical, par rapport au soleil, indique l'orientation du butin. 5 degrés par rapport au nord, donc 5 degrés est, j'ai un butin sur lequel il faut envoyer 50 000 abeilles. Pire que ça, elles vont au butin. Elles se repèrent. Elles se repèrent entre l'entrée de la ruche, leur œil et le soleil.
le temps qu'elles reviennent à la ruche. Elles ont inclus dans leur communication, dans leur message, la course du soleil. Et pendant qu'elles font la danse dans la ruche, elles incluent la modification de la course du soleil. Lorsqu'il y a des obstacles entre les deux, c'est indiqué. Si, au moment où elles communiquent, on pulvérise par exemple des insecticides sur le champ, ou qu'il y a un prédateur, à ce moment-là, les abeilles qui reviennent du butin indiquent qu'il y a un prédateur, message annulé. Ce que vous a dit l'autre, on arrête. Bon, alors déjà, on est sur une communication qui est intéressante. Ça, on avait déjà, à Funfree, j'avais trouvé ça. C'était après-guerre, vous voyez, ça date un petit peu. Alors, il avait poussé le bouchon un peu loin, on met un butin derrière des obstacles, dans un tunnel, donc les abeilles doivent pousser une porte chatière, rentrer dans un tunnel, aller au butin et ressortir. Vous voyez, déjà, on était déjà un peu là. Et ses successeurs ont fait beaucoup plus. Dernièrement, ils viennent de faire des expériences, je vous en cite deux. Von Frisch a fait l'expérience, donc un tunnel ici, un petit tunnel, hop, à l'intérieur du tunnel, une partie à gauche, une branche à gauche, une branche à droite. Je mets une tache de couleur à l'extérieur, jaune, pas rouge, elle ne voit pas le rouge. Jaune, par exemple, ou bleu. Et à l'intérieur, sur une des branches du chemin, là où est butin, il y a le bleu. Donc, elle rentre, bleu, bleu. Butin. Donc, quand elles communiquent, elles disent telle distance, telle quantité, tu verras bleu, bleu. Déjà, ça commence à devenir un peu fort. Et ils viennent de faire une expérience dernièrement qui est encore plus forte. Ils ont marqué à l'entrée, ils ont fait des barres verticales. Ils ont donc habitué les abeilles, donc apprentissage, bleu, bleu, butin. Ok. Et puis, quand elles ont connu le message, il a changé les couleurs, il a mis à l'entrée barre verticale et à l'intérieur deux chemins, barre verticale d'un côté, barre horizontale de l'autre. Et le butin, côté barre verticale. Sans apprentissage, elles ont fait la mutation. Verticale, verticale, butin. Là, ça commence. On peut dire qu'elles sont plus intelligentes que l'homme. Ben là, ça commence à devenir très très fort. Quand on parle, elles ont quelques milligrammes de cerveau. Un animal qui a quelques milligrammes de cerveau et qui est capable de maîtriser la notion du temps et de l'espace, c'est l'être humain. Normalement. Alors je vous raconte une expérience qui vient d'être faite. Donc on reprend l'expérience que j'avais faite, dont je vous parlais quand j'étais enfant. Je mets un butin, sur mon butin je mets mon abeille, etc. Elles y vont, elles reviennent. Et puis elles ont l'habitude. Comme elles viennent à la miellerie, si vous voulez, il y a toujours du miel. Si j'extrais le miel, par exemple, pour faire des chéléos, j'ouvre les portes de la miellerie en grand. Il y a le passage, alors j'ai quelques abeilles qui perdent, et puis en l'espace d'une demi-heure, c'est noir d'abeilles, et ma miellerie est nickel. Elles nettoient tout, en une journée. Et là, donc, elles vont au butin, et puis au bout de quelques jours, elles ont appris le chemin. Donc il y a un butin, je ne sais pas ici, je mets un butin avec plutôt mes ruches qui sont avec du liou, au centre culturel, j'ai un bidon de miel. Donc elles viennent toujours à la source la plus proche et la plus facile à saisir. Donc si elles ont du miel, elles vont venir sur le bidon, elles ne vont pas s'emmerder à aller sur le sarrasin. Donc elles viennent. Et puis quand elles ont l'habitude, je leur mets, donc chaque jour, il y a le miel. Et je leur mets le miel entre 11h du matin et 14h. Eh bien, elles apprennent que le miel n'est là qu'entre 14h, 11h et 14h. Et tous les jours, elles ne viennent qu'entre 11h et 14h. Le temps, demain, entre 14h et 16h, par rapport au soleil, et tel butin, telle quantité, telle direction. Un insecte qui possède le temps et l'espace. Une autre expérience qui nous concerne directement, on s'est aperçu que parmi les nombreuses, la mortalité de l'abeille vient aussi, et ça va vous rappeler quand même des choses pas très gaies, que finalement,
ça dépend du spermatozoïde qui perd de sa vivacité et du nombre. On connaît tous des jeunes autour de nous qui ont 30 ans ou 25 ans et pour qui c'est pas évident. Même problème. Et on s'est aperçu que les problèmes qui touchent les abeilles, avec 30 ans de différence ou 20 ans de différence, touchent l'homme. Et on a fait une expérience sur cette histoire de spermatozoïdes. Une expérience, enfin on a fait une expérience, le CNRS avec des apidologues, en relation avec des apiculteurs, on fait une expérience de type scientifique, je précise bien, on n'est pas dans le bidouillage. Donc l'échantillonnage, la source des reines, etc. Ils ont fait plusieurs ruchers, dans chaque rucher, il y avait une quinzaine de ruches, donc avec les mêmes souches. Ils ont divisé en 3 ruchers, chacun des ruchers. Le premier tiers était nourri avec du miel. Le deuxième tiers a été nourri avec du sirop et du candy, c'est-à-dire une nourriture artificielle qu'on donne aux abeilles, si vous voulez, en cas de famine. La famine, c'est... Quoi qu'on fasse, il peut y avoir famine. Si au mois de janvier, de mars-avril, il fait beau pendant une semaine, la reine se met à pondre, beaucoup. Une reine, c'est 2000 œufs par jour. Donc si elle pond 10 jours, on est à 20 000 œufs, vous voyez. Et puis après, on a, comme l'année dernière, on a 2 mois de temps comme aujourd'hui. Donc on a beaucoup d'abeilles dans la ruche et puis elles ne peuvent pas sortir prendre de la nourriture. Donc elles meurent de faim. Donc on est obligé de leur donner de la nourriture. On ne peut pas toujours leur redonner du miel. Vous voyez, donc on a du candy ou du sirop. Entre parenthèses, j'en donne plus parce qu'il est impossible de savoir d'où vient le candy ou le sirop. On ne sait pas. Il n'y a pas de composition, c'est bon. Donc personnellement, j'en donne. Et donc le deuxième tiers, on a nourri candy sirop. Et le troisième tiers, on n'a rien donné. Ouais, ça pendant une année. Tous les mois, ils ont prélevé des mâles et ils ont compté le nombre de spermatozoïdes et la vivacité des spermatozoïdes. Et d'après vous, quel est le tiers où la vivacité était la plus grande et le nombre le plus important? Nourri au miel, au sirop ou sans nourriture du tout? Miel, 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 perdu, sans nourriture du tout. Alors, quand même, ça m'a foutu un coup. Alors, c'était un congrès apicole, c'était il y a 6 mois. Je ne vous dis pas dans l'Assemblée les réactions. Enfin, c'était une révolution. Enfin, les gens disant pas, ah oui, merde, il y a un problème. Non, non, en disant, l'expérience était mal faite. Bon, toujours pareil, quoi. Alors que moi, ça m'a fait tilt, parce que je me souviens d'un voyage que j'ai fait en Guyane, où les tortues viennent pondre sur la plage, 20 mètres. Elles pondent, elles viennent, elles mettent leurs œufs, et puis tous les œufs éclosent en même temps. Alors vous avez des milliers de tortues qui vont à la mer. Alors, les bien-pensants, on dit, oh, tous les oiseaux qui viennent là, parce que c'est un régal, on ne va pas laisser crever tout ça. Donc ils ont mis les tortues à la mer. Le seul problème, c'est que les tortues crèvent si elles ne font pas toutes seules le chemin de l'œuf à la mer. Donc j'ai rapproché ces deux événements, et maintenant je ne nourris plus du tout mes essaims, même quand je fais des jeunes essaims, et je les laisse, si vous voulez, exprimer leur horloge, c'est une horloge biologique en fait. Et elles ont, je m'aperçois, il y a une horloge biologique. Elles savent avant nous le temps qu'il va faire, et si la reine peut pondre, quand est-ce qu'elle va pondre. Alors horloge biologique, en annuel, en saisonnalité, décembre, janvier, février, adapté aux saisons. Si je suis dans le Pas-de-Calais ou si je suis dans le Var, ça ne sera pas la même chose. Et puis, adapté aussi à la journée ou à la semaine, si vous voulez. C'est-à-dire que dans les temps qui vont venir, il va faire beau plusieurs jours de suite. Et même s'il pleut, je vois leur comportement qu'elles n'adoptent pas le même comportement. Alors, d'un côté, on a presque cette intelligence de l'insecte, et de l'autre côté, on a le néonicotinoïde et puis la destruction. Voilà. Question? Alors, j'ai le rôle un petit peu ingrat de veiller à la maîtrise du temps. Et donc, dans. Oui, non, mais il a raison, Mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. C'est juste pour vous dire qu'on rentre dans le temps additionnel et qu'on va prendre une ou deux questions. Et, voilà. Et ensuite,
Charles nous expliquera où est-ce qu'on peut trouver voilà, du miel de la vallée du Guillou, puisque voilà, y a un petit aspect quand même tout à fait sympathique. On avait annoncé qu'il s'en vendrait aujourd'hui, alors je n'avais pas forcément intégré un paramètre que Charles pourra vous expliquer tout à l'heure. On a juste une petite dizaine de jours de retard, mais vous pouvez en déguster aujourd'hui, à défaut d'en acheter, vous pouvez en déguster, et on vous expliquera comment faire pour vous procurer donc du miel dans quelques semaines. Donc une question. Oui, je reviens un instant sur le problème de la famine dont vous parliez à l'instant. Et j'ai quelques